Bienvenue à tous, ici Gia, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui malheureusement, encore une fois, je vous embarque dans une histoire avec un monstre comme meurtrier. C'est un homme extrêmement violent et vicieux qui était déjà connu des services de police. Cette histoire a été traitée il y a un mois par une youtubeuse qui, elle, est très connue, donc je pense que vous la connaissez et dans tous les cas, l'histoire est tellement hors norme que vous en avez forcément déjà entendu parler. Donc comme d'habitude, je suis allée à la pêche aux infos, j'ai rassemblé un maximum d'informations sur cette histoire, les victimes, le tueur, pour vous relater ça aujourd'hui. Donc même si elle est connue, j'espère que l'histoire vous intéressera quand même. Comme d'habitude, je vous rappelle de liker la vidéo et de vous abonner si c'est pas encore fait. Et maintenant, si vous êtes prêts, c'est parti. Penchons-nous ensemble sur l'histoire de Lawrence Singleton. Dans une prison de Floride le vendredi 28 décembre 2001, Lawrence Singleton, connu aussi sous le nom de Matt Chopper, décédera d'un cancer à 74 ans. Cet homme est connu pour avoir agressé une jeune fille qui s'appelle Mary et son histoire a défrayé son petit coin d'États-Unis. Singleton était dans le couloir de la mort depuis 1997 et c'est très peu cher payé par rapport à ce qu'il aurait dû subir. Il échappera même à la chaise électrique alors que honnêtement, il la méritait. Sa mort libérera Mary de 20 ans de souffrance, 20 ans à avoir peur que Singleton la retrouve et l'achève. Si Mary a été libérée par la mort de Singleton, c'est parce qu'elle le connaissait malheureusement. Et pendant le procès qui les concernait tous les deux, Singleton a réussi à glisser un petit mot à l'oreille qui fera que Mary deviendra blême, quittera la salle et sera traumatisée jusqu'à la mort de cet homme. Elle était adolescente à ce moment-là et Singleton lui a dit « Je vais terminer le travail, même si cela doit me prendre le reste de ma vie. » Et par travail, il entendait tuer Mary. Ce qu'il lui avait fait était déjà tellement violent que ce mec a fait changer des lois, il a fait se révolter des gens, on ne voulait pas de lui à des kilomètres à la ronde et l'État a même dû protéger sa vie parce qu'il était clairement en danger. À tel point, il avait énervé et dégoûté les Américains. Mais avant de passer à l'agression de Mary, je vais vous expliquer comment Singleton a fini par finir sa vie en prison parce que c'est pas pour l'agression de Mary. On va faire un petit saut dans le temps. On est le 19 février 1997, encore une fois aux États-Unis. Je vous promets que je vais essayer de changer, mais pour l'instant, cette histoire est aux États-Unis. On va aller dans la ville de Sulphur Springs. Ce soir-là, un jeune homme passe devant une maison et vu qu'il avait un boulot à y faire le lendemain, il va s'arrêter et faire son boulot un petit peu en avance. Ce boulot, c'était de refaire un peu de peinture sur la maison. Et en faisant ce qu'il devait faire, il va voir en regardant par la fenêtre d'une maison une scène d'horreur qui va le traumatiser à vie et il ne s'en remettra jamais. En même temps, le jeune homme est plutôt jeune, c'est pas un adulte, c'est un jeune adulte, on va dire qu'il a à peu près 19 ans de ce que j'en ai compris, et au vu de ce qu'il va voir, on peut comprendre qu'il soit traumatisé. Quand il va regarder par la fenêtre, il va voir un homme nu, un homme qu'il connaît. Cet homme, c'est Lawrence Singleton. Et quand il va regarder Lawrence, c'est pas le fait qu'il soit nu qui va le choquer, c'est le fait que Lawrence est intégralement recouvert de sang et il va voir par la fenêtre que Singleton, on va l'appeler comme ça tout le long de la vidéo, est en train de poignarder une femme qui elle aussi est nue et est allongée sur un canapé. De ce que le jeune peintre en voit, la femme est totalement inerte, elle est en sang et Singleton la frappe encore et encore et encore avec une frénésie et une rage mais vraiment incontrôlée. Et quand le jeune homme va regarder par la fenêtre, à un moment, Singleton va tourner la tête et voir le jeune homme en train de le regarder et tout simplement continuer à poignarder la jeune femme qu'il était en train de poignarder. Donc là, le gamin va prendre ses jambes à son cou complètement terrorisé et se mettre à courir à toute vitesse dans la rue de Singleton. Et il y a un voisin qui va le voir courir comme ça et qui va lui venir en aide, qui va lui dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as ?» Et là, le gamin va lui dire « Il faut absolument qu'on appelle la police en urgence. Il y a le voisin qui est en train de poignarder une jeune femme. » Donc là, le voisin va prendre son téléphone, appeler le 911 et les policiers vont débarquer.
Quand ils vont aller taper chez Singleton, il va ouvrir recouvert de sang avec juste une chemise sur lui. Et quand les policiers vont lui dire « Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes recouvert de sang ?» Singleton va leur dire « Je me suis coupé en épluchant des légumes. » Là, vous imaginez bien que les flics vont pas du tout y croire, hein, faut pas les prendre pour des jambons non plus. Et quand le policier va se pencher un peu, il va voir une jeune fille inanimée au pied du canapé. Là, forcément, ils vont menotter Singleton et ils vont l'emmener au commissariat. Ils vont faire intervenir la brigade scientifique pour pouvoir analyser la scène de crime. Ils vont faire intervenir le médecin légiste qui va venir s'occuper du corps. Et on va procéder à l'interrogatoire de Singleton. Le corps qui vient d'être emmené est celui de Roxane Hayes, qui avait 31 ans seulement et était mère de 3 jeunes enfants. Cette pauvre Roxane était obligée de vendre son corps pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et donc du coup ce soir-là, malheureusement, elle va croiser Singleton qui va lui offrir 20$ pour faire son travail entre guillemets et Roxane va accepter. Donc là, en gros, Roxane est tombée dans un piège mortel pour seulement 20$. Pendant l'interrogatoire, donc, quand on va demander à Singleton ce qui s'est passé, il dira qu'il y a eu une dispute entre lui et Roxane après leur rapport et que, en fait, Roxane voulait plus d'argent. Singleton lui a dit non et apparemment, selon Singleton, Roxane aurait voulu aller se servir dans son portefeuille, ce qui fait que Singleton aurait sorti un couteau. Roxane se serait énervée. Il y aurait eu une dispute qui aurait été entamée et par inadvertance, Roxane aurait été blessée par le couteau dans la poitrine. C'est comme ça que Singleton va expliquer ce qui s'est passé. Donc là, bien entendu que les policiers vont pas le croire du tout, hein. Il y a eu une enquête, il y a eu des preuves de retrouver, il y a eu un médecin légiste qui a attesté du corps de Roxane, de l'état du corps, et il a bien pu dire qu'il y avait eu beaucoup de marques de défense sur les mains, les avant-bras de Roxane, ce qui prouve qu'elle a essayé de se défendre avec force et véhémence. Singleton, lui, n'a aucune trace sur lui, ce qui prouve que c'est lui qui tenait l'arme et qu'il était en position de supériorité, et non pas de défense comme Roxane, donc c'est bel et bien lui l'attaquant. Ce qui va aussi peser dans la balance, c'est le fait que le peintre a expliqué aux policiers qui l'ont interrogé que quand il a vu Singleton, il était complètement en frénésie et que même au moment où Singleton a vu qu'on le regardait, il a continué. Donc tout ça, ça va prouver que Singleton a bel et bien attaqué Roxane, que c'est bel et bien un meurtre et peut-être même que c'était prémédité. Comme je vous l'ai dit, il y a déjà eu une personne qui avait été attaquée avant Roxane, Marie. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'il y a eu d'autres personnes que Marie et Roxane qui ont été attaquées ou non? Honnêtement, la question elle se pose au vu de la violence du meurtrier et de ce qu'il a fait et à Marie et à Roxane. Le 14 avril 1998, un juge condamnera donc Singleton à la chaise électrique, enfin. Le juge dira que son crime était extrêmement violent et qu'il mérite amplement sa peine. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, en décembre 2001, Singleton mourra à l'âge de 74 ans, seulement 4 ans après avoir été condamné pour le meurtre de la pauvre Roxane. Il a eu de la chance, il a échappé à la chaise électrique et c'est pas la première fois qu'il a eu de la chance. Comme je vous le dis depuis le début, je vous parle de l'histoire de Marie. Marie, elle aussi a été victime de Singleton et Singleton s'en était déjà sorti. Ce qui nous amène maintenant à l'histoire de Marie. On va retourner donc dans le temps et voyager jusqu'aux années 70 cette fois. Singleton, à ce moment-là, est marin marchand et dans sa vie, il n'a pas grand-chose mis à part sa bouteille. Il est connu pour être quelqu'un d'ivrogne, alcoolique, invétéré et violent par moments. Il a été marié par 2 fois et a divorcé il y a seulement 1 an au moment de l'agression de Marie. Le divorce, c'est sa femme qui l'a demandé parce qu'elle en a eu marre d'avoir un mari alcoolique, horrible et misogyne. Singleton a une fille qui a, au moment de l'attaque de Marie, 15 ans, et qui a totalement rompu les ponts avec son père pour les mêmes raisons que sa maman. Ce qu'on sait de Singleton, c'est juste qu'il est né le 28 juillet 1927 à Tampa, en Floride. Singleton est né dans une famille très nombreuse, avec un père qui s'appelait Albert Singleton et une maman qui s'appelait Lena Singleton. Au moment des meurtres en 1970, son père et sa mère venaient de décéder tous les deux. Son père en 1972 et sa mère en 1970. Est-ce que la mort de ses 2 parents à la suite aurait pu faire partie du déclencheur? C'est possible, on n'en sait rien, mais en tout cas c'est une drôle de coïncidence que Singleton se mette à tuer quelques années après leur 2 décès.
Il va grandir très entouré puisqu'il a 8 frères et sœurs et on va les citer dans l'ordre. Tout d'abord Claudia, qui est l'aînée. Ensuite il y aura Flora, Hubbard, Paul, Fred, qui lui sera le seul à rester aux côtés de Singleton jusqu'à la fin de sa vie. Puis ensuite viendra Rosa, Walter et pour finir enfin Jimmy. Ce qu'on sait aussi de Singleton, c'est qu'il s'est engagé dans l'armée et a fait la guerre de Corée, qui comme tout le monde le sait, comme toutes les guerres, n'a pas été facile et a laissé beaucoup de séquelles aux survivants. Mais ce qui ressortira quand même le plus dans la personnalité de Singleton, c'est le fait qu'il soit misogyne. Il déteste les femmes, il a une haine profonde pour elles et il voudrait presque toutes les tuer. Et en sachant que Mary et sa fille avaient le même âge, c'est-à-dire 15 ans, et que Singleton venait de s'embrouiller avec sa fille quelques temps avant, on se demande réellement si Singleton n'aurait pas reproduit sur Mary ce qu'il voulait faire à sa propre fille. Je vous l'ai dit, c'est un mec tordu, et ce qu'il va faire ce 9 septembre 1978 est vraiment horrible. Mary Vincent va rencontrer Singleton à Berkeley en Californie parce qu'elle voulait aller à Corona aussi en Californie pour rejoindre la maison de son grand-père. Donc elle va faire du stop et être prise en stop par Singleton. Mary à ce moment-là a 15 ans. À la base, elle vivait avec son papa et sa maman. Sa maman est vendeuse, son papa répare de l'électroménager. Mais malheureusement, l'ambiance s'est légèrement tendue à la maison puisque papa et maman sont en train de divorcer. Et ça, Mary, elle le vit extrêmement mal. Elle ne supporte pas l'ambiance qu'il y a à la maison. Ils sont toujours en train de s'engueuler. Elle se retrouve un peu au milieu de tout ça et elle en a marre. Le truc, c'est que Mary, elle a déjà fugué auparavant et elle va recommencer à fuguer au moment où ses parents lui annoncent qu'ils vont divorcer. Mary a déjà fugué plusieurs fois, dont une fois qui a duré plusieurs mois. Elle a seulement 15 ans et l'été d'avant, elle a fugué avec son petit ami pour partir en vacances et elle n'est revenue que 2 ou 3 mois plus tard à la fin des vacances. Donc vraiment, Mary est débrouillarde, elle n'a pas peur de partir, elle est indépendante et quand elle décide quelque chose, elle va jusqu'au bout. Et là, c'est exactement ce qui va se passer. Elle va en avoir marre de leur dispute, donc elle va prendre ses clics, ses claques et elle va se dire je vais aller chez mon papy à Corona et au moins je serai tranquille, loin de leur dispute d'adultes qui me saoulent. Je les laisse régler ça et je reviendrai après. Pour ça, bien sûr, elle va faire du stop. On est dans les années 70, le stop c'est super courant à ce moment-là. Toutes les filles font du stop et elles se sentent en sécurité. Mary, à un moment, va se retrouver avec un groupe de filles sur un point où tout le monde fait du stop parce que c'est un lieu de passage assez fréquenté. Et il y a à ce moment-là une camionnette bleue qui va se garer avec un homme d'une 50aine d'années au volant. Cet homme, vous l'aurez compris, c'est Singleton. Quand il va s'arrêter, il va proposer à Mary de l'emmener en lui disant qu'il doit aller à Reno et qu'elle peut se sentir en sécurité avec lui étant donné qu'il a lui-même une fille du même âge que Mary. Les filles qui sont là au même spot que Mary trouvent que le gars est vraiment bizarre, donc elles vont prévenir Mary en lui disant « Moi je te déconseille de monter avec lui, ce gars-là je le sens pas ». Mais Mary, elle en a marre, elle est fatiguée, elle est pas en voyage de plaisance, elle ce qu'elle veut c'est rentrer chez son grand-père et se mettre à l'abri au chaud, et le plus vite possible, si possible. Donc là, un mec de 50 balais qui a priori risque pas de lui faire grand chose, elle se dit qu'elle a 15 ans, qu'elle est en pleine forme, et pour elle, un gars de 50 ans, ça ressemble à un grand-père, quoi, du haut de ses 15 ans. Et c'est exactement ça qui va faire qu'elle va finalement monter dans la camionnette bleue de Singleton, c'est le fait qu'elle se sente en sécurité, entre guillemets, en se disant que dans tous les cas, s'il y a un problème, elle aura forcément le dessus. Alors Mary, pleine de confiance, va monter dans la camionnette de Singleton. Dès le début du voyage, il va allumer une cigarette et Mary, en sentant l'odeur, va se mettre à tousser. Et là, Singleton va avoir un comportement qui va mettre Mary un peu sur la défensive. Il va se pencher sur Mary, sentir l'odeur de son cou et lui demander si elle tousse parce qu'elle est malade. Donc là, Mary va se prendre un petit recul, elle va se dire « Attends, il est bizarre ce gars ». Elle va l'observer un petit moment en se demandant si c'est un comportement qu'elle doit classifier dans danger ou dans juste malaisant mais pas dangereux. Et finalement, au vu du comportement de Singleton qui ne tente rien de plus, elle va se détendre et elle va se poser dans la camionnette en se disant que c'était juste un geste maladroit de la part du monsieur qui est en train de la conduire. Et elle va tellement se détendre qu'elle va finir par s'endormir. Et quand elle va se réveiller, Mary va se rendre compte qu'elle n'est pas du tout là où elle devait aller. Mary a été emmenée vers Stanislaus en pleine campagne, pas très loin de l'Interstate 5, qui est donc une autoroute, et elle est très près d'El Puerto Canyon, qui est vraiment en plein milieu de nulle part.
Ce que Marie n'avait pas remarqué en montant dans la camionnette bleue de Singleton, c'est qu'il y avait une petite brique de lait. Et dans cette brique de lait, c'est pas du lait, c'est de l'alcool. En réalité, Singleton a rempli une bouteille de lait pour au cas où s'il se fait contrôler par un policier, qu'on voie pas qu'il est en train de boire au volant. Donc là, Marie vient de monter dans une voiture avec un homme de 50 ans, alcoolisé au volant, potentiellement dangereux du coup pour une jeune fille de 15 ans. L'alcool entraîne certains comportements qui peuvent être dangereux et sa Marie ne peut pas s'y préparer étant donné qu'elle n'a pas repéré le manège de la brique de lait. Marie se rend pas forcément compte qu'elle est à côté de quelqu'un de potentiellement dangereux, mais par contre elle se rend compte que l'homme est en train de l'emmener là où il faut pas. Donc elle va réagir tout de suite et elle va chercher derrière elle pour trouver un bâton de marche avec lequel elle va menacer Singleton en lui disant écoute, je sais que c'est pas la bonne route, tu m'as emmené où? Fais demi-tour immédiatement. Là, Singleton va la regarder, lui dire mais écoute, je me suis juste trompé de route, je me suis perdu, je suis en train de chercher la route, je comprends ta réaction, mais n'aie pas peur, regarde, t'inquiète pas, on va retrouver la route. Donc Marie lui laisse une chance et effectivement Singleton fait demi-tour, fait mine de chercher un peu son chemin, retrouve la bonne route et s'y engage. Donc là Marie se détend, se dit c'est bon, c'était juste un malentendu, elle repose le bâton de marche et ils vont faire quelques kilomètres comme ça. Au bout de quelques kilomètres, Singleton va dire à Marie, écoute, ça te dérange si je m'arrête sur le côté de la route? J'ai un besoin pressant. Marie va lui dire, ouais, y a pas de problème, arrête-toi. Quand Singleton va sortir de la camionnette pour aller faire ce qu'il a à faire, Marie, elle, va en profiter pour aller se dégourdir les jambes. Et quand elle va marcher, elle va se rendre compte qu'un de ses lacets est défait et elle va donc se pencher pour attacher son lacet. Et Singleton va en profiter pour prendre un marteau dans sa camionnette et éclater le marteau sur la tête de la pauvre Marie qui ne s'attendait absolument à rien. À ce moment-là, Marie est encore consciente, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été assommée par le coup de marteau, mais elle est par contre complètement sonnée, elle a mal à la tête, son crâne est ouvert, elle saigne et elle a mal. Mais là, Singleton va la menacer avec le marteau, il va la forcer à ouvrir la bouche et à faire ce que vous avez compris qu'il va la forcer à faire en la menaçant de la tuer. Ensuite, il va traîner la pauvre Marie à l'arrière de sa camionnette. Il va l'attacher en la regardant et en lui disant « Si tu hurles, si tu cries, je te tue immédiatement ». Et après ça, il va malheureusement abuser de Marie de toutes les façons possibles et imaginables pendant de très longues heures. On aurait pu se dire que le calvaire de Marie aurait pu se finir comme ça, mais absolument pas. Après ça, il va la déplacer ailleurs, donc c'est-à-dire qu'il va prendre Marie, fermer la camionnette, prendre la camionnette, la diriger au bord du canyon et aller rejoindre Marie à l'arrière de la camionnette. Là, il va lui servir des tasses d'alcool et la faire boire assez intensivement afin de la bourrer complètement. Là, son but, c'est que Marie, elle ne ressente plus rien, elle se débatte pas et qu'elle se laisse faire. Là, il va lui attacher les mains dans le dos et il va recommencer à l'agresser intimement et encore une fois, il va l'agresser extrêmement violemment plusieurs fois. Et en réalité, ce sera tellement violent que la pauvre Marie tombera dans les pommes sous le choc. Quand elle se réveille, Marie demande à plusieurs reprises à Singleton de la relâcher et elle espère vraiment pouvoir s'en sortir. Au lieu de ça, Singleton va la traîner hors de la camionnette, la placer au bord de la route et lui ordonner de s'allonger, les mains toujours attachées dans le dos, à plat ventre. Marie a pas trop le choix, en même temps elle est menacée par un marteau, voilà, donc elle s'exécute et elle s'allonge sur le ventre. Là, elle se dit que peut-être elle a une chance de s'en sortir si Singleton a juste l'intention de la laisser allongée là, face contre terre, pendant que lui, il remonte dans la camionnette pour pouvoir se sauver sans que Marie ait le temps de voir quoi que ce soit d'autre que la tête de Singleton et la couleur de sa camionnette. Mais c'est pas ce qui va se passer. Marie va entendre que Singleton va effectivement vers la camionnette, mais qu'il revient vers elle. Et quand elle va tourner la tête pour regarder ce qui se passe, elle va voir Singleton revenir avec une hachette à la main. Marie, vous vous en doutez bien, va vouloir se débattre, mais malheureusement, Singleton va arriver et de tout son poids, il va la plaquer au sol. Et là, avant de faire ce qu'il va faire, il va lui dire « Tu voulais que je te libère? Je vais te libérer. » Et là, il va prendre la hachette et couper l'avant-bras droit de Marie, juste là, juste avant le coude en fait. Il va lui couper toute cette partie. Marie est encore consciente, elle va hurler de douleur, essayer de se débattre pour se libérer de Singleton, mais Singleton est bien plus fort qu'elle et elle est toute petite, toute chétive, elle n'a que 15 ans. Il va la bloquer et lui couper l'avant-bras gauche à la même hauteur que le bras droit.
À ce moment-là, il va prendre Marie qui s'est encore une fois évanouie, bien entendu, et il va la jeter du haut d'une falaise de 9 mètres en espérant que ça l'aurait tuée. Elle est en train de se vider de son sang littéralement à cause des 2 avant-bras que Singleton vient lui couper. Et Marie se trouve à 9 mètres en dessous de la route, donc Singleton se dit qu'il ne sera jamais attrapé et qu'il peut partir tranquille, et c'est exactement ce qu'il va faire. Un peu plus tard dans l'enquête, les enquêteurs supposeront que si Singleton a coupé les avant-bras de Marie, c'est pour pas qu'on puisse l'identifier au cas où si le corps de Marie serait retrouvé en bas de la falaise au bout de quelques semaines ou quelques mois. Il se dit que sans les empreintes digitales, on retrouvera pas l'identité de la personne, donc encore une fois, il se dit qu'il va être tranquille. Mais c'est sans compter sur la force de Marie et ce qu'elle va réussir à faire. Franchement, honnêtement, c'est miraculeux, c'est inhumain. La force qu'elle a dû puiser à l'intérieur d'elle, je sais pas comment elle a fait ça, mais vraiment, c'est une warriors. Quand Marie se réveille, elle a mal de partout. Bien sûr, elle a mal à ses avant-bras qui viennent d'être coupés, elle voit qu'elle saigne abondamment, elle a froid, elle est nue, elle est en état de choc, elle a du sang de partout sur elle, mais pas seulement à cause du sang des avant-bras. Dans la chute de 9 mètres, elle a rebondi un peu partout sur la falaise, elle s'est blessée de partout, elle a encore le sang qui lui coule de la tête du coup de marteau que Singleton lui a mis, elle est encore douloureuse de tout ce qu'il lui a fait subir pendant des heures, et en plus de ça, pendant la chute, elle s'est cassé 4 côtes. Mais à ce moment-là, l'instinct de Marie va parler et elle va comprendre que si elle reste là, elle est morte. Il faut qu'elle bouge, il faut qu'elle se sauve elle-même parce que personne ne la trouvera là où elle est. Alors ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre ses avant-bras, les moignons qui lui restent plutôt, et elle va les plonger dans la boue pour pouvoir arrêter l'hémorragie. Elle va regrimper la falaise avec toutes les blessures qu'elle a et que je viens de vous citer, donc 9 mètres de haut. Elle va réussir à grimper la falaise sans ses avant-bras. Je vous laisse imaginer la complication de la tâche, comment elle a fait pour grimper une falaise, mais escarpée au possible, sans avant-bras, en étant en sang et en ayant mal de partout. Ça, c'est la première question que je me pose. Elle a dû souffrir le martyre, ne serait-ce que pour arriver à quitter ce foutu trou où l'avait jeté Singleton. Et pourtant, elle y est quand même arrivée. Elle va finir par arriver au sommet de la falaise, et là, elle va faire 5 kilomètres en suivant le bruit des voitures qui viennent de l'autoroute qui est juste à côté, comme je vous l'ai dit, elle est à côté de l'Interstate 5, et en fait elle entend le bruit des voitures, donc elle va se diriger au son jusqu'à l'autoroute, et pendant sa marche, elle va faire attention à garder les 2 bras en l'air pour pouvoir maintenir un minimum de circulation dans le bras, ou du moins éviter qu'il se vide complètement de son sang, et que donc elle doive être amputée jusqu'à l'épaule. Là, on va se rappeler quand même que Marie n'a que 15 ans. Comment une gamine de 15 ans peut avoir le réflexe de survie aussi développé que ce que Marie a eu? C'est impressionnant. Le coup de la boue, le coup des bras en l'air, enfin moi ça m'a sidéré, la force qu'elle a eue et la réflexion qu'elle a eue à un si jeune âge. Au bout d'un long moment, Marie va enfin arriver à l'Interstate 5 et donc arriver à l'autoroute, là où il y a potentiellement du monde qui va pouvoir la sauver. Et effectivement, du monde va passer, mais la première voiture ne va pas s'arrêter. Pour la simple et bonne raison que quand les gens vont voir Marie complètement nue, couverte de sang, avec ses 2 bras en l'air, et on voyait clairement qu'il lui manquait les mains, donc il lui manquait tous les avant-bras, les gens qui étaient dans la voiture ont flippé et ont tracé. Ils n'ont pas réussi à s'arrêter, ils ont eu trop peur et ils se sont sauvés. Ça, malheureusement, c'est un comportement qu'on retrouve souvent dans les cas où il y a des gens qui ont besoin d'aide et qui se retrouvent dans des situations ou dans des états assez lamentables. Quand les gens voient du sang, ils prennent peur et ils savent pas s'ils doivent s'arrêter pour aider la personne ou si c'est la personne qui est dangereuse et que donc ils sont en danger. Donc, ils s'arrêtent pas. Et c'est ce qui est arrivé à Marie. Heureusement pour elle, il y a un couple qui était parti pour aller en vacances, qui empruntait cette route-là, et eux, quand ils vont voir la gamine dans cet état-là, ils vont s'arrêter immédiatement, ils vont récupérer Marie, ils vont l'enrouler dans une serviette, l'installer dans leur voiture, et enfin emmener Marie à l'hôpital. Marie va être prise en charge et on va essayer de faire ce qu'on peut pour sauver ce qui reste de ses bras. Et heureusement, les médecins vont y arriver, mais pas dans l'hôpital où le petit couple l'a emmené. Il va falloir qu'on l'emmène dans un autre hôpital plus grand, qui sera plus adapté pour soigner Marie face aux nombreuses blessures qu'elle a eues. Après avoir reçu les soins qu'il lui fallait pour rester en vie, Marie va faire une description extrêmement précise de son agresseur et même délivrer un croquis.
Ce croquis va beaucoup servir, c'est celui que vous êtes en train de voir en ce moment, parce que grâce à ce croquis, un voisin va reconnaître Singleton. Ce voisin va donc appeler la police, dénoncer Singleton, et quand la police va arriver, ils vont reconnaître qu'effectivement il y a une grosse ressemblance entre l'homme qu'ils ont en face d'eux et le croquis de l'agresseur de Mary. Au début, comme d'habitude, il va essayer de nier les faits, il dira qu'il ne connaît pas Mary et qu'il n'a rien à voir avec tout ce qui lui est arrivé. Par la suite, il va commencer à dire qu'en fait, Mary et lui avaient eu des relations consenties, étant donné que Mary était une péripatéticienne et qu'il l'avait payé 10 $ pour avoir des relations avec lui. Donc il dira que Mary était totalement consentante et qu'ils ont eu plusieurs relations et que c'est donc pour ça qu'il risque de trouver des traces de lui sur la jeune demoiselle. Heureusement, les policiers ne vont pas le croire. En même temps, il y a des preuves. Singleton a une camionnette bleue exactement comme le modèle que Mary a décrit. Il ressemble trait pour trait au portrait robot que Mary a fait de son agresseur. Voilà, il y a plusieurs preuves qui font qu'on sait que c'est lui et on va essayer de le prouver en procès. Donc Singleton restera en détention provisoire jusqu'à ce qu'il soit jugé. De son côté, elle, Mary, pendant les 6 mois avant le procès, va tenter de se reconstruire aussi bien qu'elle le peut. Et le pire, c'est qu'elle arrivera à le faire avec le sourire et une force, encore une fois, incroyable. Bien entendu, on va devoir l'appareiller, donc c'est-à-dire qu'elle va avoir un avant-bras artificiel avec des crochets au bout. J'espère que maintenant, à l'époque où on a pu changer ça et qu'elle a des mains qui fonctionnent et que c'est plus pratique pour elle que des crochets. Mais au début, c'est avec ça qu'elle va devoir recréer sa nouvelle vie. C'est-à-dire que cette demoiselle de seulement 15 ans, on va lui greffer des prothèses. Elle va devoir apprendre à tout refaire avec, se doucher, manger, se coiffer, ne serait-ce que des gestes simples comme boire un verre d'eau, des petits gestes de la vie quotidienne. Mary va tout devoir réapprendre. Elle va y arriver avec la force qui la caractérise depuis le début du récit, c'est-à-dire que Mary est vraiment une battante et elle va même avoir le temps de retourner au collège avant le procès de Singleton. C'est-à-dire qu'en 6 mois, non seulement elle s'est reconstruite, on lui a regreffé des bras artificiels, elle a appris à s'en servir, elle a repris une vie sociale, elle est sortie de chez elle et est retournée en cours et tout ça avec le sourire réellement. Cette demoiselle, juste une force de la nature, c'est impressionnant, surtout à son âge. On est 6 mois après l'attaque de Mary, donc en mars 1979, quand Singleton va passer en jugement. Il sera bel et bien reconnu coupable d'avoir attaqué Mary, de l'avoir violentée, de l'avoir torturée, de l'avoir mutilée et de l'avoir agressée intimement. Et pour tous ces chefs d'inculpation, il va ne prendre que 14 ans de prison. Tout ça parce qu'en réalité, on est en Californie à ce moment-là de l'histoire. Et en Californie, le maximum qu'on puisse prendre, c'est 14 ans. Peu importe la violence de l'acte, peu importe ce qui s'est passé, même pour un meurtre, le maximum, c'est 14 ans. Et donc c'est vraiment la peine que Singleton va prendre. Pour tout ce qu'il lui a fait, comme je vous l'ai dit, il l'a vraiment torturé, il l'a abusé intimement pendant toute une nuit, ça a duré des heures, elle était encore innocente, et après ça, il lui a en plus coupé les bras, jeté d'une falaise, je vous dis, il lui a fait le pire qu'on pouvait faire, et malheureusement, le juge se verra obligé de mettre une peine aussi légère, parce qu'il n'a pas le choix. Mais en attendant, il montrera quand même son mécontentement à Singleton en lui disant que s'il pouvait, il le laisserait croupir dans une prison jusqu'à la fin de ses jours, tellement le meurtre le dégoûte et est violent. À la base, 2,5 millions avait été accordé à Mary en réparation, même si on peut pas réparer ça avec tout l'or du monde, mais bon, voilà. 2,5 millions avait été accordé à Mary, mais bien sûr, Singleton est insolvable, donc Mary ne touchera pas un seul copec. Après ça, la pauvre Mary a eu énormément de mal à se reconstruire. Comme on le sait, à l'adolescence, c'est déjà pas facile, mais alors avec un traumatisme pareil, pour avancer, c'est réellement compliqué. Mary, avant son attaque, était danseuse en plus de ça, donc elle voyait vraiment sa vie toute tracée. Pour elle, elle allait devenir danseuse professionnelle. Elle s'était déjà produite sur des grandes scènes, comme par exemple le Lido, et vraiment, c'était toute sa vie. Tout ça, ça va s'écrouler à cause de Singleton. Jamais Mary ne pourra être danseuse. Elle va devoir oublier son rêve. Mary déménagera dans l'état de Washington et en 1987, elle épousera un paysagiste. Le mariage durera 3 ans car Mary est réellement paralysée par la peur. Elle en a même du mal à quitter sa maison, ne serait-ce que pour aller faire les courses. Et puisque c'est compliqué de vivre avec quelqu'un qui est mal dans sa peau suite à un traumatisme, son mari décidera de mettre fin à leur mariage.
Marie va décider de partir s'aménager dans une station-service abandonnée près de Tacoma et malheureusement elle va sombrer dans un cercle vicieux. La pauvre va devenir anorexique à tel point que sa vie est en danger. Elle va revivre le jour de son agression encore et encore et encore. Elle a vraiment des problèmes émotionnels et physiques. Elle est complètement traumatisée. Mais Marie est aussi une femme très forte et elle a déjà prouvé ça pendant son agression. Et elle va encore une fois le prouver en se battant pour remonter la pente et y arriver. En 1990, elle va déménager dans le comté d'Orange et aura un emploi de bureau. Là-bas, elle va rencontrer son futur époux, qui s'appelle Tom Wilson et qui est enquêteur. Ils vont finir par se marier et ils auront une vie tous les deux stable et heureuse. Marie va avoir un emploi, aura un beau mariage, aura même de merveilleux enfants, 2 fils. Et Marie finira par ouvrir une fondation qui s'appellera Marie Vincent pour venir en aide aux victimes qui ont subi des traumatismes pendant l'acte criminel. Et elle-même, ça l'aidera, étant donné que, étant elle-même victime, de rencontrer d'autres victimes, ça l'aide à s'accrocher, à se rendre compte qu'elle n'est pas toute seule, et à se dire qu'elle peut voir le bout du tunnel, et aider d'autres gens à voir eux aussi le bout du tunnel, et à vivre avec un acte aussi violent, mais qui fait malheureusement pourtant maintenant partie de leur vie. Marie mettra énormément de temps à s'en remettre, ce qui paraît tout à fait normal, et la seule chose qui la libérera vraiment, c'est la mort de Singleton en 2001. Là, je vous ai résumé un peu ce qui s'est passé pour Marie après l'attaque, après la condamnation de Singleton. Mais maintenant, je vais vous expliquer ce qui s'est passé après, justement, la condamnation de Singleton. Singleton va donc atterrir en prison, comme je vous l'ai dit, pour une peine de 14 ans normalement. Mais, comme vous le savez tous, les peines, c'est tout le temps réduit. Et là, la peine va être réduite jusqu'à 8 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 8 ans, Singleton va gentiment, tranquillement sortir de prison. Le gars a agressé une gamine de 15 ans, lui a fait les pires horreurs, lui a coupé les 2 bras, l'a laissé pour morte en bas d'une falaise de 9 mètres, mais il va ressortir au bout de 8 ans seulement. C'est une aberration, mais malheureusement, vu que Singleton s'est bien comporté en prison et qu'il a même participé à un programme éducatif, c'est-à-dire qu'il va assister un professeur afin qu'il apprenne aux détenus à par exemple lire, écrire et compter, Singleton va être vu comme un très bon détenu et donc avoir droit à des réductions de peine. Donc au bout de ces 8 ans de peine, théoriquement, Singleton était censé être en liberté conditionnelle pendant 1 an. Donc l'État va essayer de l'installer à droite à gauche, un peu de partout en Californie, et à chaque fois que Singleton va arriver dans une ville, il va être rejeté par la population. Mais par rejeté, je vous parle pas de personnes qui vont le mettre à part. Non, 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 non. C'est des foules entières de 500 personnes qui vont se déplacer et qui vont manifester, qui vont hurler leur colère pour que Singleton ne reste pas dans leur ville. Et ça s'est passé à plusieurs reprises, mais tellement de fois que les gens qui ont programmé que Singleton habiterait dans telle ou telle ville vont être obligés de changer de programme et installer Singleton à l'intérieur même de la prison de Saint-Quentin. Ils vont prendre en fait une petite roulotte et ils vont l'installer sur le terrain de Saint-Quentin avec des gardes qui vont s'occuper de surveiller la sécurité de Singleton, et c'est ici qu'il va finir par purger sa conditionnelle. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a eu vraiment des débordements au point que Singleton, sa vie a été en danger. S'ils ont été obligés de faire ça, c'est comme je vous l'ai dit, parce que Singleton en réalité a été mise en danger à plusieurs reprises par la population qui s'est rebiffée. Il y a par exemple une fois où Singleton a été reclus dans un hôtel et il a fallu qu'on lui mette un gilet pare-balles pour arriver à le faire sortir de l'hôtel parce qu'il y avait 400 personnes en bas complètement furax en train de hurler et qui ils sont carrément montés pour aller chercher Singleton. Là, les policiers lui ont vite mis un gilet pare-balles, ont essayé de le faire sortir pour l'emmener ailleurs, mais les gens les ont suivis et ils ont dû encore une fois déplacer Singleton. Ils n'ont pas eu le choix et ça a été la même chose, le même esclandre à chaque fois que Singleton arrivait dans une ville. Un automatisme. Là, pour le coup, les Américains, ils se sont pas laissés faire, ils ont trouvé ça anormal ce qui était arrivé à Marie, ils ont trouvé ça choquant et ils comprenaient pas comment ça se faisait qu'un monstre était en liberté. Ils en voulaient pas dans leur ville clairement et ils l'ont fait comprendre aux policiers, à l'État, aux juges et à Singleton. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'en 1987, une loi qui s'appelle Singleton va passer. Cette loi, elle est passée parce que les gens étaient totalement indignés du fait que Singleton soit déjà en liberté. Pour eux, il aurait dû finir sa vie en prison et c'est pas le cas. Et à force que les gens manifestent, à force que Marie raconte son histoire et n'hésite pas à dire qu'il faut
renforcer les lois et faire des peines plus longues pour ce genre de criminels. Bref, à force de faire du bruit, ça va marcher et une loi va passer et le maximum qui jusque-là était 14 ans de prison va passer à 25 ans de prison. Alors oui, effectivement, 25 ans pour ce que Marie a subi, à mon goût, c'est encore pas assez. Pour moi, le mec, ce serait prison à vie, il y a même pas à tortiller. Tu restes derrière les barreaux, tu frises sur une chaise électrique, et là, éventuellement, on pourrait dire qu'il a payé sa dette à Marie. Mais 25 ans, pour moi, c'est même pas assez pour un crime pareil. Mais bon, faut quand même saluer l'effort, ils ont tellement gueulé qu'ils ont réussi à avoir cette loi, donc chapeau bas. Après sa libération, donc au bout des 1 an qu'il a passé dans sa fameuse roulotte, il va être libéré, retourné donc en Floride, là où il est né et là où il a grandi toute sa vie. Comme vous le savez sûrement, aux États-Unis, il y a un fichier pour les délinquants, je peux pas dire le mot, mais pour les gens qui ont agressé intimement d'autres gens, il y a un fichier de délinquants. Et pour ça, il faut que les délinquants donnent une adresse. Donc quand Singleton va sortir de prison, il va donner l'adresse de son frère Fred. Et seulement quelques jours après qu'il ait été inscrit sur cette liste, il y a une bombe qui va être posée dans la maison de Fred et qui va faire exploser une petite partie de sa maison, mais quand même qui va faire exploser une partie de sa maison et créer un cratère de 4 à 5 mètres. Je sais pas si vous imaginez la bombe qui a dû être posée, mais elle devait quand même être un petit peu violente pour arriver à faire un cratère de 5 mètres. 5 mètres, c'est à peu près la taille que j'ai dans mon salon. Honnêtement, ça fait balèze quand même. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que Singleton a carrément vécu une tentative de meurtre dès sa sortie de prison parce qu'il avait été inscrit sur le fichier des délinquants. Mot que je ne peux pas dire. Singleton reste à peu près calme, mis à part 2 vols qu'il va commettre, un pour un appareil photo jetable qui vaut 10 € et un deuxième pour un chapeau qui vaut 3 €. Pour le premier, il va avoir un peu de sursis et pour le deuxième, il va avoir le droit à 2 ans de prison. Et quand il va se retrouver devant le juge, il va s'excuser en disant que c'est un vieil homme qui ne se rend plus vraiment compte de ce qu'il fait. Ouais, l'excuse elle est moyenne, le juge le croit pas, donc allez hop boum, 2 ans de prison et Singleton va donc repurger une peine. À sa sortie de prison, il va encore une fois avoir une vie à peu près stable et à peu près tranquille. La plupart des gens qui sont dans sa ville ne connaissent pas son histoire et ceux qui la connaissent lui laissent une chance. En fait, ils le voient plus comme un vieux papy maintenant. Vraiment, il commence à être à un âge assez avancé pour, par exemple, ses petits voisins qui sont 2 jeunes. Donc, ils le voient pas comme quelqu'un de méchant. Ils se disent tout simplement qu'il a fait une bêtise, une très grosse bêtise, mais que les gens peuvent changer et vont essayer de ne pas le juger. Mais ce ne sera pas le cas de tout le monde dans la ville. Par exemple, Singleton s'était inscrit au bowling et jouait tous les lundis avec un groupe. Mais dans ce groupe de bowling, il y a une dame qui est mariée avec un des collègues de bowling de Singleton qui va se rendre compte que cet homme est connu pour avoir commis un acte atroce et avoir mutilé une jeune fille. Donc là, elle va pas tenir sa langue, bien entendu, faut pas rêver non plus. Elle va le dire à tout le monde, à toute la ville, et Singleton va être petit à petit rejeté. Et apparemment, Singleton va très mal vivre d'être rejeté, étant donné que quelques jours plus tard, il va tenter de sauter la vie. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va brancher un tuyau de gaz à sa cuisine, et il va le ramener jusqu'à la fenêtre de sa voiture, qu'il va fermer intégralement. Là, pendant 40 minutes à peu près, il va rester là à respirer son gaz et à donc s'intoxiquer petit à petit. Sauf qu'en face de chez lui, il y a 2 petits jeunes qui habitent et qui vont se rendre compte qu'il y a un manège un peu bizarre qui se passe avec Singleton. Ils vont le voir rentrer dans sa voiture, sortir, aller à la maison, rentrer dans sa bagnole, ressortir ça plusieurs fois, jusqu'à ce que Singleton rentre dans sa bagnole et ne bouge plus pendant 40 minutes. Et là, quand le mari du couple va regarder d'un peu plus près, il va voir un tuyau qui sort de la cuisine de Singleton et qui va jusqu'à la voiture. Là, ça va faire tilt, il va foncer à la voiture, ouvrir la porte, sortir Singleton de sa voiture et lui sauver la vie. On trouvera d'ailleurs un petit mot qui dira « J'espère enfin trouver la paix, j'aimerais être incinéré et jeté dans la Palm River ». Après une tentative pareille, on s'en sort pas aussi facilement, il va finir en hôpital psychiatrique pour quelques jours. La famille de Singleton, quand ils vont apprendre que les psychiatres veulent le laisser sortir sans forcément avoir besoin d'un traitement ou de soins récurrents, va être totalement contre l'idée. Ils vont leur expliquer que Singleton a quand même un gros passé, un gros passif, il faudrait le garder, le surveiller, mais ça va pas du tout être le choix des médecins et ils vont bel et bien laisser sortir Singleton. Ils auraient vraiment dû écouter la famille parce qu'on est seulement 9 jours avant le meurtre de Roxane, donc le premier meurtre dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo. Il s'est passé seulement 9 jours entre le moment où Singleton est sorti de l'hôpital psychiatrique et le moment où il a commis le meurtre qui le conduira en prison définitivement.
Malheureusement, étant déjà âgé, un cancer va l'emporter avant qu'on puisse le faire griller sur la chaise électrique qu'il avait pourtant tant mérité. La chose positive qu'on va pouvoir retirer de cette histoire, même si effectivement il n'a pas eu le droit à la chaise électrique, ça va quand même libérer Marie qui, à l'âge de 35 ans, va enfin pouvoir commencer à vivre sa vie normale, entre guillemets, sans avoir peur à tout moment que le monstre qui lui a mutilé les 2 bras et lui a fait vivre un cauchemar pendant toute une nuit revienne pour achever son travail. Et après s'être battue comme elle s'est battue, comme une lionne, comme une forcenée, et avoir réussi à passer toutes ces épreuves, je pense que Marie a vraiment mérité une vie normale et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Là, on est en 2021, si j'ai bien fait mon calcul, elle a à peu près 55 ans et vraiment j'espère qu'elle est heureuse, qu'elle a trouvé son bonheur, qu'elle est heureuse d'avoir pu voir ses 2 petits bouts grandir et qu'elle se rend compte à quel point c'est une force de la nature et que peu de gens auraient pu survivre à ce qu'elle a vécu, s'en sortir indemne psychologiquement, arriver à vivre une vie normale et qui serait arrivé à se réadapter après avoir vécu une épreuve pareille. Et c'est comme ça que se finit l'histoire horrible de Lawrence Singleton, un monstre qui aurait dû être arrêté bien avant et qui a certainement fait plus de victimes que ce qu'on croit. Bon le mot de la fin il va être simple, hein. Franchement cette histoire, qu'on la connaisse ou qu'on la connaisse pas, à chaque fois qu'on l'entend ou qu'on la relit, ça reste un choc. Ce gars il est horrible, il est monstrueux. Mon Dieu, quelle idée faut avoir pour aller couper des avant-bras. Je veux dire, le gars il s'est pointé avec une hachette et il a découpé la jeune fille alors qu'elle était encore vivante. Mais quel level de monstre il faut être pour arriver à faire un truc pareil. On parle même pas de l'agression intime qu'elle a vécue, la pauvre. Ça a dû être un calvaire. A priori, Marie en plus était encore vierge, donc vous imaginez bien le cauchemar que ça a dû être. Il lui a rien épargné. Mais en tout cas, Marie m'a vraiment impressionnée. Y a pas d'autre mot. C'est surhumain ce qu'elle a fait et je suis très contente qu'elle ait pu s'en sortir et le faire payer parce que si elle n'avait pas réussi à remonter cette falaise, il n'aurait jamais été arrêté et aurait certainement recommencé ses meurtres et serait devenu un tueur en série. Là, effectivement, il a fini par tuer une 2e femme, Roxane, mais à côté de ça, je pense que le fait d'avoir fini en prison, ça a calmé ses ardeurs et ça a certainement freiné l'ampleur que ça aurait pu prendre, c'est-à-dire qu'il aurait réellement pu finir en tueur en série. Celui-là, on en est à peu près sûr. Voilà, ça y est, cette fois j'ai fait le tour de cette longue histoire, je le suppose encore. Comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires comme d'habitude. J'ai grand hâte de vous lire et d'avoir votre avis sur cette histoire complètement tirée par les cheveux et hors norme. N'oubliez pas que la semaine prochaine, à partir de mardi, il y aura une vidéo par jour jusqu'au grand jour d'Halloween. Et donc en attendant la vidéo de mardi prochain à 18h30, prenez bien soin de vous.